Makoto Mizumi pensait toujours qu'il était juste un lycéen ordinaire vivant dans le Japon moderne. Il passe son temps à rêver d'un monde parallèle où il pourrait se réincarner, tout en imaginant différents scénarios permettant cette réincarnation. Il va à l'école comme d'habitude, va qu'à ses occupations puis retourne à la maison. Mais un jour, après sa douche, il se retrouve projeté dans un lieu inhabituel par le dieu Tsukuyomi pour lui révéler un secret. Il lui dit qu'il va l'envoyer dans un monde parallèle mais Makoto ne comprend pas ce qui lui arrive. Le dieu pensait qu'il était au courant de cela mais apparemment non. Il lui dit que ses parents viennent d'un autre monde, ce qui surprend Makoto mais accepte l'idée une fois qu'il se souvient qu'il n'a jamais rencontré ses grands-parents. Le dieu lui dit que les parents de Makoto ont signé un pacte avec la déesse d'un autre monde, puis ils sont allés au Japon et ont accepté que, lorsque le jour viendra, ils lui donneront ce qu'il valorise le plus. Makoto dit que s'il ne part pas, ils prendront l'une de ses deux sœurs, alors il accepte. En plus, le dieu promet de se débarrasser de ses magazines de plus de 18 ans et il remercie le dieu. Makoto donne des lettres au dieu pour sa famille et celui-ci lui donne une partie de son pouvoir. Makoto commence à disparaître et le dieu le met en garde contre la déesse, car elle est très indélicate et il le somme à se montrer indulgent. Lorsque Makoto atteint le palais de la déesse, elle entre en explosant avec des insultes, le traitant de laid, d'idiot et d'autres choses qu'une fille populaire dit à un gars qu'elle qualifie de loser. Elle lui dit qu'elle a déjà trouvé d'autres héros pour sauver son monde et n'a pas besoin d'une créature dégoûtante comme lui. Elle décide donc de l'envoyer au bout du monde avec d'autres monstres à l'apparence repoussante. Puisqu'il est de son devoir de lui donner un pouvoir, elle lui donne simplement la capacité de comprendre et de parler les langues des créatures autres que les humains, et lui dit avec cela de ne pas se reproduire dans ce monde et le jette dehors. Pendant sa chute, il est sauvé par le dieu Tsukuyomi, qui s'excuse pour la brutalité de la déesse et continue en disant que la chute ne lui fera rien. Il explique que les bénédictions des dieux n'atteignent pas son monde d'origine, c'est pour cela qu'il ne pouvait pas utiliser la magie. Mais dans ce nouveau monde, il a été libéré de ses contraintes, ce qui fait de lui un surhomme, toutefois s'il meurt, c'en est fini pour lui. Tsukuyomi s'excuse car communiquer avec Makoto a consommé beaucoup de son pouvoir, et il doit dormir pendant plusieurs siècles pour récupérer. Mais avant de disparaître totalement, le dieu Tsukuyomi déclare Makoto totalement libre dans ce nouveau monde. Il atterrit dans un cratère dans un paysage rocheux stérile, marche vers une montagne haute pendant 3 jours sans nourriture ni eau. Makoto n'arrive pas à se résoudre à ce qui lui arrive disant que cela pourrait être mieux, car ce n'est pas comme ça que cela se passe dans les mangas. Alors qu'il se plaint de se sentir seul, soudain, il entend une femme appeler à l'aide. Il se précipite pour la sauver, pour découvrir qu'il s'agissait d'une fille cochon terrifiée portant des vêtements humains, et qu'un chien à 2 têtes essayait de la manger. Le chien commence à l'attaquer mais il esquive les attaques du chien et le désoriente avec sa vitesse avant de le frapper au cou, mais celui-ci lui perce le corps comme une balle. Et il réalise alors qu'il est bien plus fort qu'il ne le pensait. Makoto est choqué par ses capacités, et la fille cochon terrifiée tente de s'enfuir. Il parle à la fille qui est surpris, en lui disant qu'il est gentil et la fille n'a d'autre choix que d'accepter sa demande d'amis. Il demande où il peut trouver une ville humaine mais la fille dit qu'il n'a aucun près d'ici. Ce qui met Makoto en colère car la déesse l'a bien niqué. Elle se présente comme Emma, une orque des hautes terres qui doit être sacrifiée au dragon invincible Shin, au sommet de la grande montagne. Ce qui surprend Makoto et la fille explique que leurs récoltes se sont ruinées depuis l'apparition d'un épais brouillard, raison pour laquelle elle doit se sacrifier. Alors elle accepte de le conduire dans leur village pendant que Makoto commence à imaginer des scènes sordides dans sa tête. Elle l'emmène dans son village et lui offre à manger. Il voit la fille déplacer des objets avec la magie et il lui demande de la lui enseigner. La fille lui enseigne la magie du feu, qu'il maîtrise d'un coup, et sa magie est surpuissante. La fille lui fait passer un test pour savoir son niveau mais est surpris de voir qu'il est niveau 1, ce qui ramène le moral de Makoto à 0. Le lendemain matin, il se dirige vers la grande montagne pour remercier Emma en s'occupant du dragon et cela inquiète beaucoup Emma. Comme il était dans le club de tir à l'arc de l'école, il transforme le feu en arc et flèche et tire une flèche de feu sur une porte, bien que ce ne soit qu'un tir d'entraînement pour lui, la porte est soufflée par l'explosion et les méchants qui harcelaient les orques sont instantanément vaincus par cette attaque. Il se servait juste du nom du dragon pour chasser les orques, mais maintenant que Makoto a endommagé la maison du dragon, il apparaît pour se battre contre lui. Un brouillard rouge recouvre tout et le majestueux dragon apparaît et attaque Makoto, qui esquive tout. Le brouillard s'épaissit, mais notre héros a une nouvelle compétence sensorielle qui lui permet de voir le dragon malgré le brouillard et d'esquiver toutes les attaques avant de commencer sa contre-attaque. Il crée alors des boules de feu partout autour du dragon mais le dragon pense que c'est inutile. Il lance alors les attaques qui atteignent le dragon et lui inflige des dégâts significatifs. Makoto montre alors ses compétences en boxe en ne faisant que 3 coups, il met le dragon KO, mais dès qu'il baisse sa garde, le dragon utilise ses yeux magiques pour le piéger dans une illusion où elle pense qu'il va mourir. Makoto voit alors son cadet du club de tir à l'arc, Hasegawa, qui est plutôt jolie et populaire, et dans son rêve, elle lui avoue ses sentiments et est plutôt insistante. Il sait que ce n'est pas possible car il manque de beauté, de taille, d'intelligence et même d'argent, donc il peut dire que c'est une illusion, et il utilise son pouvoir pour la dissiper.
Le dragon est ravi en voyant les souvenirs de Makoto et déduit qu'il vient d'un autre monde puis commence à se comporter comme un gamin. Maintenant, Makoto réalise que c'était le pouvoir donné par le dieu Tsukuyomi et en l'utilisant, il pourrait manipuler l'espace autour de lui à volonté. Il l'avait utilisé pour détecter le dragon plus tôt, et maintenant il l'utilise pour renforcer ses points afin qu'il puisse briser le piège de l'illusion. Il sort dehors et est prêt à battre le dragon, mais celui-ci se comporte comme un chaton, suppliant pour sa vie. Le dragon va droit au but, disant qu'elle a vu ses souvenirs et était intéressée à en voir plus, et pour cette raison, elle veut lui offrir un contrat pour devenir son compagnon, ce qui serait bénéfique pour les deux parties. Makoto est initialement hésitant, mais il accepte le contrat, et le dragon commence le rituel. La magie les entoure, et alors que la fille dragon essaie de forger le pacte, une fois le contrat achevé, elle se transforme en une jolie femme, vraiment la meilleure chose qui puisse arriver dans n'importe quel anime. Makoto est déçu car il était plus intéressé par un serviteur dragon qu'une fille, et la fille dragon lui dit que c'est pourquoi il mourra puceau. La fille dragon explique alors que dans un contrat comme celui-ci, l'être le plus faible prend la forme du plus fort, et comme elle allait devenir une femme humaine, elle est devenue une samouraï parce qu'elle était intéressée par les drames historiques qu'elle a vus dans les souvenirs de Makoto. Ensuite, elle emmène son nouveau maître dans sa sous-dimension, qui est un monde imaginaire auquel seule elle peut accéder, et alors qu'elle s'attendait à ce qu'il soit sombre et vide comme mon futur, elle découvre qu'il s'agit en réalité d'une région forestière luxuriante qui a changé selon les souvenirs de Makoto. En voyant une si grande zone sous son commandement, Makoto pense que c'est une terre gratuite et veut construire une ville ici en pensant que ce serait un endroit mystique et légendaire. Ensuite, il emmène la fille dragon chez les orques pour expliquer qu'elle n'était pas impliquée dans leur capture et il tombe sur Emma qui déconseille Makoto de combattre le dragon mais la fille à côté de Makoto se présente comme étant le dragon. Ce qui surprend Emma étant donné que Shin est un dragon supérieur. Shin donne ses écailles tombées pendant le combat mais en voyant la vraie forme de Shin, Emma tombe dans les vapes. Le soir au village de Emma, ils organisent une fête pour leur héros. Emma apporte de la nourriture à Makoto et demande d'après Shin mais Makoto pense qu'elle est partie dormir. Emma remercie Makoto d'avoir sauvé son village mais il dit que ce n'est pas grand-chose, étant donné qu'elle lui a enseigné la magie et Emma dit qu'il est étrange. Pendant ce temps, la fille dragon boit avec le chef du village. Celui-ci aimerait remercier Makoto mais Shin lui dit que ce n'est pas nécessaire. Elle suggère alors au chef du village de déménager dans un meilleur endroit avec des terres plus prospères. Le lendemain matin, ils ont tous fait leur bagage pour déménager dans le domaine divin de Shin, ce qui surprend Makoto qui gronde Shin en lui demandant quel est ce domaine. Shin explique qu'il s'agit de la sous-dimension de la dernière fois. Elle explique qu'elle a fait cela car Makoto rêvait de créer une ville. En plus l'environnement est très agréable. Shin dit qu'elle a fait d'introduire d'autres créatures aussi. Pendant qu'il parle, un clone de Shin apparaît mais en toute petite taille. Il est surpris par l'étendue des pouvoirs de Shin et demande plus de détails des capacités de Shin. Makoto se retourne et essaie de convaincre les orques du contraire, mais les orques sont déterminés, et alors la fille dragon les absorbe tous, avec leur maison et leur boutique puis les a envoyés dans la sous-dimension. Les orques ont fait des progrès dans la construction de la ville. Et Makoto a également maîtrisé divers éléments magiques, parmi lesquels il découvre qu'il est le meilleur en eau et qu'il ne peut pas utiliser le vent du tout. Il peut également modifier les éléments ou en créer plusieurs à la fois. Pendant ce temps, Shin passe son temps à regarder des séries dans les souvenirs de Makoto, mais elle n'en a toujours pas assez et force Makoto à lui céder ses souvenirs. Shin ne lui laisse aucun répit et elle commence même à parler comme des personnes de films érotiques, ce qui attriste Makoto qui se demande jusqu'où elle est allée dans ses souvenirs. Une fois Shin partie, Makoto voit qu'elle laisse traîner partout les souvenirs qu'elle enregistre et voit une ancienne photo de famille. Il promet alors de voyager et de retracer l'histoire de ses parents. À l'extérieur, les orques ont des problèmes pour couper un arbre robuste, et Makoto les aide en utilisant le pouvoir qu'il a reçu du dieu Tsukuyomi, qu'il nomme désormais royaume. Il crée sa propre aura autour de lui et à l'intérieur de celle-ci, il renforce son couteau et coupe l'arbre comme s'il était du beurre, avant de le soulever et de le déposer dans un coin. Il peut même utiliser le royaume pour guérir les blessures des orques, et cette astuce ne nécessite même pas de mana, mais il ne peut pas le faire pour lui-même. Ensuite, la fille dragon revient d'une course, portant dans ses bras un nain inconscient, et elle dit à son maître que le nain a été blessé par l'araignée noire du désastre, un monstre à la fin éternelle. Juste au moment où elle dit ça, une araignée géante brise le mur invisible protégeant ce monde imaginaire et tente d'y entrer. La créature géante araignée entre dans le demi-plan, l'aura sombre et l'intention meurtrière qu'elle dégage terrifie Makoto et, en plus de cela, la fille dragon refuse de l'aider, mais elle lui dit qu'elle l'a déjà combattu auparavant et que l'araignée s'enfuira après avoir subi un peu de dommages. Notre héros utilise alors Royaume et bloque la première vague de l'attaque de l'araignée avant de lancer sa contre-attaque et de trancher l'une de ses jambes. Mais avant qu'il puisse attaquer une deuxième fois, l'araignée saute au-dessus de lui et tente de le piéger dans sa toile sombre. Makoto coupe la toile sombre seulement pour découvrir que l'araignée a régénéré la jambe qu'il vient de couper et peu importe combien il l'attaque, elle continue de se régénérer. Il change alors de stratégie et utilise sa magie du feu et ses compétences en tir à l'arc pour marquer un tir à la tête sur l'araignée. Ensuite,
il transforme une puissante boule de feu en sa lance et porte un grand coup sur le monstre qui continue à le poursuivre. L'araignée absorbe les résidus magiques de l'attaque de Makoto et se soigne, il doit donc changer à nouveau son schéma d'attaque. Il crée de nombreuses lances de feu et lance une volée qui transperce l'araignée, mais il entend un rire féminin de l'araignée qui est complètement guéri et attaque le Makoto fatigué, brisant sa barrière royaume et le poignardant avec ses énormes bras. Makoto se retenait jusqu'à présent pour ne pas détruire sa ville en développement, mais maintenant il est furieux et crée une énorme explosion qui envoie l'araignée voler avec des trous dans son ventre. Ensuite, il crée une mitrailleuse de ses boules de feu qui maintient l'araignée à terre pendant qu'il prend son temps pour préparer son attaque ultime en utilisant son meilleur élément, l'eau. Il crée une puissante flèche d'eau et tire sur l'araignée, la transperçant dans la forêt, mais c'est tout ce qu'il pouvait faire avant de s'effondrer car il a utilisé trop de magie. Malheureusement, l'araignée n'est pas encore morte et elle est suffisamment guérie pour capturer Makoto vivant. La fille dragon craint de ne pas pouvoir sauver son maître d'être mangé, mais l'araignée se révèle être un vrai pervers qui aime vraiment la douleur et être dominé, et combattre Makoto était la première fois qu'elle se sentait si pleine depuis si longtemps, alors elle a apprécié chaque instant. Elle veut être avec lui à chaque moment de sa vie, mais la fille dragon la frappe et libère Makoto avant de donner une suggestion à l'araignée. Elle lui demande de former son contrat de serviteur avec lui dès maintenant, même s'il est inconscient, et il pourrait obtenir sa permission plus tard. L'araignée accepte de former le contrat et quand Makoto se réveille plus tard, complètement guéri, il trouve une fille habillée en noir à côté de lui qui le remercie pour le repas et promet de se consacrer à lui. Il est choqué et horrifié même si la fille est un peu mignonne, il n'a pas un bon pressentiment à son sujet. La fille en noir dit à Makoto qu'il a été guéri par la fille dragon, son minuscule clone et Emma, mais il n'a demandé que qui elle était. Elle répond qu'elle est l'araignée noire et lui raconte tout sur comment elle a formé un contrat avec lui alors qu'il était inconscient. Alors qu'elle se lèche les lèvres en disant qu'elle offre tout à son maître, notre héros est terrifié qu'elle lui vole sa virginité. C'est alors que le dragon Shin arrive et Makoto est vénère qu'elle ait conclu un pacte sans son accord, et l'appelle sarcastiquement un grand serviteur. Mais les dragons ne comprennent pas le sarcasme, alors elle est contente de penser qu'il le pense sérieusement. Elle présente ensuite le nain ancien qu'elle a sauvé l'autre jour, issu d'une soulignée ancienne des nains qui a créé de nombreuses armes et objets légendaires. Bien que la fille dragon le flatte, il reste assez humble en remerciant Makoto de l'avoir sauvé. Il a une autre requête pour lui et souhaite que son village soit absorbé dans la sous-dimension. Makoto est assez conciliant et accepte rapidement sa demande. Mais le dragon couvre son innocence et dit que les nains devront remplir certaines conditions, comme aider au développement de la ville et créer des armes. Le nain ancien n'a aucun problème avec cela et dit qu'il convaincra son clan dans quelques jours, mais avec l'aide de ses écailles, la fille dragon le soudoie pour accélérer le processus, et Makoto ne peut que contempler la corruption de ses subordonnés. Ensuite, les serviteurs ont une demande pour Makoto, ils veulent qu'il les nomme, et même s'ils pensent que ce n'est rien de spécial. Ils sont assez passionnés et n'accepteront pas un nom paresseux. Makoto réfléchit intensément pour trouver un beau nom, et après avoir mis son cerveau à rude épreuve, il nomme la fille dragon Tomoe, d'après la plus courageuse des samouraïs féminines de l'histoire. Elle est vraiment ravie de son nom et danse alors qu'elle commence à briller. Elle explique ensuite que le fait d'être nommée par le maître augmente la force d'un monstre. Tomoe dit qu'il y avait un nom particulier qui pouvait faire ressortir le meilleur de sa force, mais plutôt que cela, elle veut juste un nom authentique pour son maître. Ensuite, c'est au tour de l'araignée, et Makoto la nomme Mio, ce qui la rend trop heureuse et obéissante. Le lendemain, Makoto trouve une foule énorme de différentes espèces, incluant des orques, des nains, des arachnides et des lézards, dans sa ville, et il est choqué car il n'avait jamais vu les deux dernières espèces auparavant. Mais avant qu'il ne puisse interroger ses serviteurs, il se présente à la foule et organise des élections démocratiques pour décider du titre de leur maître, et décide officiellement de l'appeler jeune seigneur. Voyant à quel point les orques sont enthousiastes, il ne peut pas les refuser. Ensuite, le chef des nains vient saluer Makoto et dit qu'il semble à peine humain, ce qui le blesse, mais ensuite le chef dit que à moins qu'il n'ait été envoyé par la déesse, il était impossible pour lui de contrôler un serviteur si puissant, ce qui assombrit encore plus l'humeur de Makoto. Makoto est en colère et se déchaîne, mais le chef est soulagé de voir qu'il n'est pas avec une déesse car il ne l'aime pas de toute façon, et décide donc de le servir. Ensuite, Tomoe présente les lézards comme ses disciples, qui sont doués pour utiliser la magie de l'eau et du vent. Et ils sont tous désormais les serviteurs de Makoto. Après cela, Mio présente son peuple araignée appelé les Alkés qui partageaient sa malédiction d'être toujours affamés, mais dès qu'elle a bu le sang de Makoto, leur malédiction a été brisée grâce à la puissance de Makoto, une régénération puissante, et ils sont partiellement des pervers comme leur patron. Mais Makoto est mal à l'aise avec trop de demi-humains autour de lui, et maintenant il a désespérément besoin de rencontrer des humains. Heureusement, il trouve un village humain à proximité et voit une femme pré-blond à l'extérieur. Mais dès qu'il s'approche d'elle, elle est terrifiée et s'enfuit en l'appelant un monstre. Makoto est choqué et se demande ce qui se passe, en niant que la fille ait pu voir quelque chose de fou. Mais arrivé à l'entrée de la ville, il découvre que les humains se sont préparés pour le combat. Il est poli et leur demande s'il peut entrer dans la ville, mais ils ne comprennent pas sa langue et lui tirent dessus, sur qu'il est un monstre.
Makoto court avec une barrière qui dévie leurs flèches et se rend compte que la déesse lui a dit qu'il pouvait parler d'autres langues que l'humain et qu'elle l'a délibérément rendu incapable de communiquer avec les humains. Il rentre chez lui et pleure devant les 3 filles de sa vie, qui lui disent que toutes les créatures peuvent parler l'humain dans ce monde, sauf lui. Ensuite, Emma dit à Makoto que les gens n'ont pas peur à cause de sa langue, et Tomoe plaisante en disant que c'est à cause de son visage laid et reçoit une bonne claque. La vérité est que Makoto a une énorme quantité de magie qui s'échappe sous forme d'une aura terrifiante égale à 10 rois démons, ce qui effraie les humains. Emma lui apprend à la contrôler, mais il y a très peu de progrès, et comme Makoto ne renonce pas à rencontrer des humains, il cherche d'autres méthodes pour contrôler son aura. Il est déterminé à apprendre leur langue, à obtenir un masque pour cacher son visage et un outil pour supprimer sa magie, mais ces tâches sont trop difficiles car la langue humaine est aussi difficile que le chinois. Et l'anneau que l'artisan nain apporte pour absorber sa magie se brise presque instantanément. Travaillant sur ces 2 choses, Makoto a progressivement appris suffisamment la langue humaine et décide de l'écrire en utilisant la magie, puisqu'il a des problèmes de prononciation, et le maître nain a créé un anneau qui peut efficacement supprimer sa magie. Avec cela, Makoto se rend dans la ville voisine en se faisant passer pour le fils d'un riche marchand, et ses 2 serviteurs agissent comme des gardes. Il pense que tout le monde est beau et à ses yeux, ses serviteurs ont juste un aspect moyen, et il réalise maintenant pourquoi la déesse se moquait de lui. Ils atteignent la guilde des aventuriers, où ils expliquent l'anneau, le masque et l'incapacité de Makoto à parler comme une malédiction, et la réceptionniste explique les affaires normales de la guilde, comment ils peuvent augmenter de rang en passant du rang inférieur au rang supérieur en accomplissant des missions. Makoto apprend également qu'il devra se procurer une carte de la guilde des marchands, ce qui ne peut se faire que dans une ville éloignée. Il vérifie ensuite les missions affichées là-bas et découvre que la de cette guilde est au-dessus du niveau 400 et c'est également vrai pour ses 2 serviteurs, mais les petits rouleaux de mesure ne sont pas suffisants pour eux et ils ont besoin de quelque chose de plus grand et de plus épais. Donc, le personnel apporte les grands parchemins qui peuvent mesurer les niveaux jusqu'à 1600. Tomoe est à peine au-dessus de 1300 tandis que Mio est à 1500, et la première est assez jalouse. Alors que tout le monde est encore incrédule, Tomoe parle à la réceptionniste du plus fort aventurier du pays et apprend l'existence d'une femme de niveau 920 appelée Sofia Bulga, surnommée la tueuse de dragons après avoir tué un dragon nommé Lancé. Tomoe connaît le dragon et n'aime pas la tueuse de dragons, son ennemi naturel. Mais Makoto vérifie son niveau dans la guilde et découvre qu'il n'est que niveau 1, et toute la guilde se moque de lui. Ensuite, il réserve une chambre dans une auberge pour la nuit et le gérant demande un supplément jusqu'à ce que Tomoe menace de saccager son auberge s'il ne réduit pas les coûts. Mais tout le reste dans la ville est également trop cher, et la fille dragon pense que c'est une situation louche qui mènera à une aventure excitante. Makoto dit qu'ils sont suivis, et il laisse le samouraï voulu derrière lui alors qu'il emmène Mio à un rendez-vous dînatoire, et sur le chemin du retour, il rencontre une fille pauvre. La fille veut dire quelque chose mais elle hésite, et Makoto demande à Mio de s'en occuper. Il s'attendait à ce qu'elle soit délicate et gentille avec la fille, mais elle l'effraie, et Makoto la gifle en lui disant que ce n'est pas ainsi qu'on parle aux enfants. Ensuite, il parle à la fille, qui dit qu'elle a une demande, et même avant de dire ce qu'elle veut, elle pleure et serre Makoto dans ses bras, le manipulant émotionnellement pour qu'il l'accepte. Un aventurier observe la scène depuis un coin sombre et il est heureux que la petite fille fasse bien son travail. Dans une chambre d'hôtel, la fille se présente comme étant Rinon et explique qu'elle voyageait avec sa sœur et elles ont fini par s'installer dans cette ville. Mais sa sœur est partie chercher du travail et elle n'est jamais revenue, et maintenant qu'elle est seule et sans un sou, elle demande l'aide de Makoto. Pendant ce temps, Tomoe guide la caravane avec leurs marchandises quand des voleurs armés l'attaquent, mais ils sont trop lents et faibles comparés à elle. Elle esquive facilement leurs attaques et il lui suffit d'un coup de pied pour briser tous les os de leur poitrine. Ensuite, elle en tranche 2 d'un coup d'épée, capture le dernier pour l'interroger et l'emmène dans la chambre d'hôtel où Makoto la réprimande pour avoir tué inutilement des gens libres. Puis il voit le croquis de la sœur de Rinon que la petite fille a fait, et Makoto est mal à l'aise dès qu'il le voit car elle ressemble exactement à son coup de cœur, Asegawa. C'est pourquoi il vérifie la mémoire de la femme captive et découvre que son gang avait kidnappé Toa. Il ordonne alors à Mio et Tomoe de la retrouver immédiatement, et elles se demandent pourquoi leur maître est si impatient. Les filles passent toute la nuit à jouer les détectives, et le lendemain, Makoto emmène Rinon avec lui alors qu'il vend des fruits de la sous-dimension sur le marché pour 500 pièces d'or. En rentrant, la pauvre fille ne peut penser qu'à sa sœur disparue et à la laisser seule pour affronter les usuriers, mais elle voit quelqu'un et court vers lui, disant à Makoto qu'elle rentrait juste chez elle un instant. Mais il est assez perspicace pour remarquer ce qui se passe. Et il utilise son royaume pour enquêter et découvre que Rinon faisait un rapport à un aventurier qui lui avait demandé de voler 500 pièces d'or au marchand. Il menace la petite fille en lui disant que si elle ne le fait pas, sa sœur souffrira, mais si elle vole la somme, ils seront tous deux libres de leurs dettes pour toujours. Rinon est en dilemme moral, mais pour sa sœur, elle décide de trahir l'homme qui lui a donné abri et nourriture. Makoto a tout entendu et pense que ces gens sont au-delà du salut, mais cette ville a désespérément besoin d'un héros. Pendant ce temps, Tomoe et Mio ont déjà fait leur travail et ont découvert que Toa était en vie dans une prison souterraine. Elle est malade et faible, mais Mio la guérit facilement,
puis détruit la porte en lui demandant de venir avec eux. Mais ils sont arrêtés par l'aventurier le plus fort de la ville, un cow-boy nommé Mills, et ensuite ses acolytes se joignent à lui, ceux-là même qui contrôlaient Rhinon juste avant. Il dit qu'elle comprend tout, Mills agissait comme un héros à l'extérieur, mais il était en réalité un pathétique vilain et un lâche. Il se met en colère et les accuse de falsifier leur niveau, mais il change ensuite de ton et leur demande de rejoindre son équipe. Les filles refusent poliment. Mais il insulte leur maître en le traitant de laid et en disant qu'il doit avoir un petit quelque chose de plus petit que la moyenne. Cela met Tomoe et Mio en colère et elle frappe Mills, qui révèle qu'il utilisait un puissant sort de bouclier capable de bloquer un missile. Voyant cette situation, Toa pense que c'est fini pour eux pendant que Mills se vante d'être le plus fort sans toutefois savoir que ce sont des monstres qui se tiennent devant lui. Du côté de Rhinon, elle n'arrive pas à se résoudre à faire ce que les aventuriers lui a demandé. Ne sachant pas que Makoto est déjà au courant. Tomoe est encore plus excitée à l'idée de se battre maintenant et Mio la laisse passer en premier pour s'occuper de ses fils d'eux. Avec son prochain coup de poing, elle brise le bouclier et envoie Mills s'écraser contre le mur avant de battre tout le monde. Pendant ce temps, Mio s'occupait du reste des voyous et, dans ce processus, elle casse les murs et libère les autres aventuriers retenus prisonniers là-bas. Elle a l'occasion de se battre avec Mills, ce qui fait gonfler son visage et lui donne des lèvres plus grosses que celles d'un cochon pendant une seconde. Il ne reste plus que le vice-leader des voyous, et Tomoe le piège dans son illusion où il s'imagine être dans un tout autre type d'anime impliquant des tentacules. Maintenant que les voyous ont été neutralisés, les filles détruisent le bâtiment, et alors que Mills utilise ses dernières forces pour prendre Toa en otage, les filles en colère le frappent et l'envoient voler jusqu'à la lune. Ensuite, elles entrent en compétition pour savoir qui a vaincu le plus de voyous et demandent à Toa d'être leur juge alors qu'elles montrent leur puissance, ce qui entraîne la destruction totale de la ville, comme si des météorites s'étaient abattus sur elle. Rhinon et sa sœur se retrouvent, et quand ces dernières remercient Makoto, il remarque qu'à part la couleur de ses cheveux, elle était une copie exacte de son coup de cœur. Ensuite, il est temps de punir les deux filles turbulentes pour avoir détruit la ville. Et Makoto demande à Mio de lui donner de la soie pour qu'ils puissent les attacher ensemble. Il attache ensuite la corde en soie à une flèche et les tire vers le ciel, et je suis assez sûr que c'est ainsi que la NASA enverra le prochain homme sur la Lune. Pour éviter la responsabilité de ses serviteurs détruisant la ville, Makoto s'enfuit de la ville avec ses deux filles Rhinon et les aventuriers qu'il a sauvés en chemin. Il voyage vers la cité marchande et, grâce au pouvoir de Tomoe, les mémoires des aventuriers voyageant avec eux ont été effacées et il pense que c'était à cause d'un raid de monstres au centre de téléportation. Makoto essaie de séparer Mio et Tomoe pour que leur jalousie ne détruise pas une autre ville. Il raconte à Tomoe des histoires de samouraïs parcourant les terres pour devenir plus forts en affinant leur art, et elle aime cette idée. Elle demande immédiatement la permission de Makoto d'aller s'entraîner dans la nature sauvage. Maintenant que Tomoe est parti, Mio pense qu'elle aura toute l'attention de son maître, mais Toa et ses gros seins sont une rude concurrence. Le groupe voyage ensuite dans une calèche. En chemin, Makoto localise des monstres en utilisant son royaume et ce sont des abeilles rouges. Il dit à Mio de s'en occuper, et elle utilise son éventail pour trancher les insectes avec son attaque de vent. Makoto veut continuer à avancer, mais Toa lui dit qu'ils doivent récupérer des objets sur les monstres. Makoto ne peut s'empêcher d'être tenté de regarder un peu plus bas, mais en la regardant découper brutalement les cadavres de monstres, son intérêt pour la fille diminue. En voyageant et en combattant des monstres en chemin, le groupe atteint la ville marchande. Juste avant d'atteindre les portes, il trouve un type rare de monstre abeille aux yeux rubis. Les aventuriers ordinaires n'ont pas confiance en leur capacité à le gérer. Makoto demande à Mio de tuer les insectes. Mais quand les aventuriers lui demandent de ne pas abîmer leur précieux corps, elle est frustrée et dit à son maître de le faire lui-même. N'ayant pas le choix, Makoto prend son arc et ses flèches et vise le point faible des Yorubi pour les abattre un par un. Personne ne peut croire qu'un marchand de niveau 1 puisse être aussi doué au combat, mais il s'en moque après 5 secondes, car ils doivent récupérer les matériaux rares des monstres avant d'entrer en ville. Comme la ville précédente a été détruite avant que les nouvelles d'enregistrement ne puissent être transférées ailleurs, Makoto doit se réinscrire. Il est toujours niveau 1, mais trouve une quête de rang S par un client qu'il peut faire malgré son rang E. La compagnie commerciale rend braveux les yeux rubis qu'il vient de chasser. Makoto pense que c'est la chance parfaite de faire un bon argent. Quand il partage le butin de la chasse avec les aventuriers, il garde tous les yeux rubis et d'autres matériaux. Ils décident de se retrouver la nuit pour faire la fête et célébrer leur arrivée saine et sauve et l'argent gagné. Leurs cartes de guilde servent de téléphone portable pour s'appeler, accéder aux cartes de la ville, aux encyclopédies de monstres et même au contenu payant. La nuit, le groupe profite de manger de la viande et de boire de l'alcool tout en faisant plus ample connaissance. Il y a une archère elfe, un alchimiste humain et une guerrière naine, à part Toa qui est une voleuse. La naine, ivre, défie Makoto à un bras de fer, et il vient à bout d'elle comme si elle n'était qu'une enfant. Pendant que les autres s'évanouissent d'avoir trop bu, Toa met en garde Makoto contre la compagnie commerciale Rambra avec laquelle il va traiter, car elle a entendu dire que de mauvaises choses arrivent à leurs clients. Cela rend Makoto extrêmement prudent. Il inspecte les Yorubi avant d'aller dans sa chambre d'hôtel où Mio l'attend, désespéré d'être intime avec lui et voulant détruire un des lits pour augmenter ses chances.
Mais Makoto n'a pas l'intention d'assouvir ses fantasmes et va directement se coucher. Le lendemain, il retourne dans la sous-dimension car il peut désormais créer lui-même des portes dimensionnelles. Là-bas, il rencontre le clone de Tomoe et Emma. Emma n'est pas ravie que Makoto leur parle avec courtoisie car il est leur chef, mais notre garçon s'excuse disant que c'est de cette fan qu'il parle à l'extérieur. Emma comprend cela mais dit que cette excuse n'est plus valable, une fois dans la sous-dimension. Cette rigueur d'Emma lui fout les boules comme jamais. Elle a pris le rôle de sa secrétaire et alors elle lui fait un rapport. Elle explique que les Alkés vivent près de la montagne, les orques et les hommes lézards aident à construire et les nains poursuivent les travaux et réparations, tout en créant de nouveaux équipements. Les hommes lézards s'occupent de l'agriculture et de la garde des hameaux. En unissant leurs forces, les orques créent une demeure pour Makoto. Il le trouve gigantesque et le clone de Tomoe lui dit qu'elle leur servira de point de rassemblement. Makoto pense que cela doit demander un savoir-faire mais Emma lui dit qu'ils connaissent le processus de construction, d'après le plan qu'ils ont appris en regardant les drames enregistrés dans la mémoire de Makoto par Tomoe. En parlant de la fille dragon, ni Makoto, ni Emma, ni même son minuscule clone n'ont été capables de la contacter, mais Makoto n'a pas le temps d'y penser car le chef des nains vient le chercher pour l'emmener à leur atelier où il lui montre les brillantes armures qu'ils ont créées. Mais il refuse de les porter car il est un archer, pas un combattant, ce qui fait pleurer les nains. Puis Makoto voit un manteau qui correspond à son style, fait par le même génie fou qui a créé son anneau. Il est certain que ce manteau absorbera suffisamment de magie de Makoto pour le tuer, ce qu'il ne fait évidemment pas. Le manteau offre une haute défense magique et physique, et peut même changer de couleur pour passer d'un mode défense à un mode mobilité. Mais il se déchire immédiatement et le nain responsable est déterminé à en faire un meilleur la prochaine fois. Les Alkés utilisent une magie de transformation temporaire leur permettant de prendre forme humaine. Ils travaillent principalement à la collecte d'ingrédients et n'ont aucun mal à ramasser et manger même les choses les plus venimeuses. Le jour suivant, Makoto prend les yeux rubis et se rend seul, nerveux, à la compagnie de commerce Rambra pour sa première grosse affaire. Mais tout ne se passera pas comme prévu car le chef des lieux le renvoie sans même voir ce dont il était capable. Assis avec le représentant de la société de négoce Rembrandt Patrick, Makoto s'excuse de ne pas pouvoir parler et communiquera plutôt par écrit, ce qui convient parfaitement à Patrick. Son majordome entre alors que Patrick demande depuis combien de temps Makoto est aventurier, étant donné que Patrick est au courant de la plupart des aventuriers de la ville mais ne reconnaît pas le nom de Makoto. Makoto explique qu'il vient d'emménager en ville récemment et révèle qu'il est de rang 1 en niveau, visant à rejoindre la guilde des marchands et à établir sa propre société de négoce. En entendant cela, Patrick se met en colère, se lève et réprimande Makoto pour mal faire les choses, pour ensuite lui demander de partir. Entendant le niveau et le rang de Makoto, Patrick suppose que Makoto utilise cette réunion pour établir un lien avec sa société de négoce, mais Makoto révèle les yeux de Ruby, ce qui choque Patrick. S'excusant immédiatement, Patrick remarque les yeux de Ruby rares et bien entretenus, ce qui incite Makoto à demander pourquoi Patrick en a besoin. En guise d'excuse pour sa grossièreté, Patrick révèle qu'il a besoin des yeux de Ruby pour produire un type spécial de médicament, l'ambrosia, qui peut guérir la plupart des malédictions. Apparemment, la femme et la fille de Patrick ont été affectées par une maladie maudite, un type de malédiction causé par un rituel de sorcier. Patrick a réussi à capturer le sorcier, mais ils n'ont pu découvrir que c'était une malédiction de rang B avant que le sorcier ne meure. Voulant aider, Makoto demande à être présent lors de la fabrication du médicament car il connaît personnellement un maître alchimiste qui accélérera le processus de création. Et comme il faut 2 yeux pour guérir une personne, Makoto offre tous ses yeux, ce qui fait pleurer Patrick, son majordome Maurice et tout le monde. Voyant tous les majordomes et les servantes agir comme une famille autour de Patrick, Makoto réalise qu'il devrait leur laisser de l'espace. Patrick lui remet alors un reçu ainsi que l'heure à laquelle le médicament sera fabriqué. En se dirigeant vers la guilde des marchands, Makoto apprend de la réceptionniste qu'il y a un test pour rejoindre la guilde qui peut être passé à tout moment, impliquant un test écrit basé sur un manuel de guilde, et après avoir terminé la partie écrite, Makoto devra passer le test physique, où il devra fournir des biens aléatoires tels que des bouteilles vides ou même des crocs de loup. S'il réussit les deux, il devra déposer une énorme somme d'argent comme preuve de sa force économique, mais s'il échoue, il devra attendre 6 mois avant de le repasser. Demandant à acheter le manuel, la réceptionniste recommande simplement d'emprunter celui de quelqu'un d'autre car il est assez cher, mais Makoto estime qu'une copie personnelle serait la meilleure option. En jetant un coup d'œil au manuel, Makoto est surpris, ce qui fait se sentir mal la réceptionniste car elle sait que le test est difficile. Étonnamment, Makoto demande à passer le test immédiatement, ce qui choque la réceptionniste. Mené dans une salle, Makoto note comment il a déjà mémorisé la plupart des choses alors que cela se produit. L'examinateur entre alors, prend le manuel de Makoto tout en lui remettant son test et en lançant un chronomètre. En parcourant le test, Makoto se met immédiatement au travail, fonçant pour le test alors que les questions sont du niveau de la maternelle dans son monde précédent. Surprenant l'examinateur, Makoto se demande à quel point ce monde est vraiment éduqué, mais il n'a pas le temps de méditer car on lui demande de choisir un rang pour son test physique.
Malheureusement, en choisissant le rang A, Makoto est invité à récupérer 4 objets extrêmement rares ou des objets de valeur équivalente. Malheureusement, Makoto doit être au moins de niveau 50 pour entreprendre une quête de rang A, ce qui signifie que Toa, l'elfe, le nain et le chimiste avec qui il est venu en ville sont en fait assez forts car ils sont tous de niveau 100 et plus. Sortant quelques objets qu'il a reçus avant de partir avec le groupe, l'examinateur est choqué d'apprendre que Makoto a de tels contacts, l'accueillant immédiatement dans la guilde des marchands, félicitant Makoto. La réceptionniste demande alors à Makoto de revenir le lendemain pour récupérer sa carte de guilde, le renvoyant sur son chemin. Pendant ce temps, nous passons à Tomo, qui est vu s'entraîner dur pour devenir une samouraï, tuant d'innombrables créatures et ramenant même un crabe dans le demi-plan, où tous les habitants du village l'aident à faire bouillir le crabe. Tomo découpe le crabe pour dévorer la chair dodue avec les villageois. Soudain, Tomo apprend que Mio recherche les souvenirs de Makoto, craignant que Mio ne voie les drames historiques qu'elle n'a pas encore vus et ne les mange. Tomo se précipite chez Makoto. En entrant, elle est accueillie par Emma, à qui elle a donné de fausses informations sur Mio, sachant que Tomo se présenterait. Au lieu de cela, Mio traduit les souvenirs de Makoto, qui était le travail de Tomo avant qu'elle ne disparaisse, et comme une menace, Emma déclare qu'elle ne dira pas à Makoto que Tomo est revenu dans le demi-plan tant qu'elle fera son travail. Après le départ d'Emma, Tomo félicite la ruse d'Emma tout en cherchant des moyens de procrastiner. Alors que Tomo et Mio se rattrapent, Mio demande à Tomo d'arrêter de la distraire et que Tomo devrait rendre compte à Makoto à son retour. Passant à Makoto, nous le voyons entrer dans un bar sans savoir quoi commander comme boisson et en commandant une au hasard. Alors qu'il attend, il entend d'autres aventuriers parler d'un crabe de jeu puissant ayant effrayé les essaims d'abeilles rouges d'une forêt voisine. Un certain des créatures dont il parle, Makoto est enfin servi d'une boisson jaune se demandant s'il pourrait s'agir de citron, mais pendant tout cela, 2 personnes le regardent. En prenant une gorgée, Makoto est triste d'apprendre que la boisson est aromatisée à la banane et pas même si forte en goût, ce qui lui fait regretter les fruits du demi-plan. Suivant le fragment de Tomo, on la voit en train de voler des fruits seulement pour que Makoto apparaisse à travers une brume en la taquinant pour avoir volé. Tandis qu'il déguste des fruits, Makoto apprend que la météo dans le demi-plan est imprévisible, ce qui réduit la quantité de fruits produits. Se demandant quelle pourrait être la cause, Makoto demande à propos de la ville illusionniste sur laquelle il a demandé à ses disciples de travailler, mais le fragment de Tomo admet qu'elle ne sait pas ce que Makoto demande concernant la ville illusionniste. Heureux d'expliquer, Makoto déclare que vendre des fruits et de l'équipement au monde extérieur pourrait ne pas bien fonctionner car les gens pourraient ne pas valoriser les articles ou qu'il pourrait y avoir un conflit car les gens pourraient suspecter quelque chose avec Makoto ayant toujours des objets aussi puissants. Au lieu de cela, Makoto veut que les aventuriers errent à travers une brume et entrent dans le demi-plan, offrant à ces aventuriers quelques articles gratuits avant de les renvoyer. De cette façon, ces aventuriers répandront la nouvelle de cette ville mystérieuse et des objets rares, permettant à Makoto de vendre et d'intégrer plus facilement des objets dans le demi-plan dans le monde réel. Soudain, Makoto est appelé télépathiquement par Tomo, qui demande à Makoto de venir à son emplacement. Alors que Makoto se précipite chez lui, il est surpris de voir Mio se battre avec Tomo en lui demandant de lui donner la suite des enregistrements de la mémoire de Makoto. Lorsque Tomo refuse, Mio menace de dévorer les souvenirs de Makoto avec des drames historiques, demandant à être mis au courant. Makoto apprend que Mio travaillait sur la traduction de ses souvenirs mais avait vu quelque chose dans les souvenirs mais ne pouvait pas tout voir, exigeant que Tomo produise le reste de la mémoire. Intervenant, Makoto essaie de les séparer mais ils continuent simplement à se chamailler, ce qui énerve Makoto. Élevant la voix, Makoto calme les deux. Makoto réprimande Tomo pour ne pas lui avoir rendu compte, apprenant qu'elle était secrètement revenue et avait mangé du crabe, demandant à Mio des explications sur le désordre. Mio déclare simplement qu'elle veut continuer à regarder certaines parties des souvenirs de Makoto, lui montrant les souvenirs choqués. Makoto déclare que ses souvenirs sont d'animes et de dessins animés qu'il a été obligé de regarder mais approuve la demande de Mio alors qu'il prévoit d'avoir une longue discussion avec Tomo. De retour en ville, Makoto déclare qu'il prévoit de dormir ici car il doit se lever tôt demain. Voyant Mio et Tomo occuper chacun un lit, Makoto déclare que le maître devrait au moins avoir un lit mais Tomo et Mio ont d'autres plans, voulant partager un lit avec Makoto. Voyant cela, Makoto pense qu'il serait préférable de simplement dormir sur la chaise car Mio et Tomo se sont déjà endormis. Le lendemain, Makoto retrouve Hazel, qui est juste heureuse d'avoir la chance d'assister à la création de biens si précieux. Pendant ce temps, les 2 personnes mystérieuses observant Makoto dans le bar suivent Hazel et Makoto, déclarant qu'ils empêcheront Patrick d'avoir le dessus. Sans plus attendre, nous passons à un lieu mystérieux où nous voyons Maurice et Patrick torturer le sorcier qui avait maudit la famille de Patrick. Discutant avec Hazel sur la manière dont il aidera dans cette quête spéciale impliquant la compagnie de commerce Rembrandt, Makoto s'excuse en réalisant que Hazel craint qu'il ne gâche tout et se fasse un ennemi d'une compagnie très influente. À ce moment-là, Patrick et Maurice entrent en disant que toutes les préparations sont faites. Emmené dans un laboratoire par Maurice, Hazel vérifie rapidement les matériaux. Apparemment, des liquides médicinaux spéciaux doivent être extraits des yeux de Ruby,
mais à part cela, le processus est assez simple, ce qui choque Makoto, s'attendant à ce que cela prenne plusieurs jours. Gravant un cercle rituel sur le sol, Hazel commence à incanter un sort pour améliorer sa spécialité en alchimie, mais Makoto remarque à quel point ce rituel est inefficace car il prend trop de temps. Utilisant son habileté royaume, Makoto accélère secrètement le rituel, leur permettant de commencer à extraire le médicament des yeux de Ruby. Pendant qu'ils attendent, Maurice révèle qu'ils extrairaient normalement un liquide similaire de la fleur d'ambroisie elle-même, mais cette fleur est assez rare, plus rare que les yeux de Ruby, ce qui donne à Makoto l'idée de chasser ces fleurs et de les vendre pour sa propre compagnie de commerce. Avec une dose terminée, Maurice se précipite pour la donner à Patrick, permettant à Hazel et Makoto de travailler sur 2 autres doses. Voyant Hazel tenir nonchalamment les précieuses fioles, Maurice réentre et effraie Hazel, le faisant lancer les fioles. Activant immédiatement son habileté Kai, Makoto en sauve une et se propulse vers la deuxième, réussissant à peine à la sauver. Maurice s'excuse d'avoir effrayé Hazel, mais leur demande de venir parler à Patrick immédiatement. En rencontrant Patrick, ils sont choqués de le voir gravement blessé, révélant qu'il a été attaqué par sa femme lorsqu'il a essayé de lui administrer le médicament. Patrick déclare que c'est la première fois qu'elle agit ainsi, ce qui fait penser à Hazel que la maladie maudite doit faire en sorte que sa femme lutte délibérément contre la prise de l'antidote. Se demandant si c'est même possible, Hazel affirme que si c'est une malédiction de niveau 8 et plus, c'est parfaitement raisonnable, ce qui ne fait que désespérer davantage Patrick. Patrick révèle que sa femme a commencé à détester le soleil, à faire des ravages plus souvent, à perdre ses cheveux, à devenir frêle et à avoir les yeux rouges, ce qui l'effraie car elle ne ressemble même plus à un humain. Voulant aider, Makoto demande à être emmené vers elle, affirmant qu'il va la maîtriser et administrer le médicament. Ne voulant pas que Makoto soit blessée, Patrick dit que ni Maurice ni les gardes n'ont pu la maîtriser, mais Makoto exhale une aura de confiance qui incite Patrick, Hazel et Maurice à croire en lui. En entrant dans l'une des chambres de Patrick, Makoto prend un échantillon de sang trouvé par terre, l'utilisant pour attirer peut-être la femme de Patrick. Demandant à tout le monde de rester en arrière jusqu'à ce qu'il l'ait maîtrisé, Makoto s'approche lentement de la chambre de la femme de Patrick, mais est surpris lorsqu'elle défonce la porte, se jetant sur lui et le frappant avant de se retirer prudemment. Rappelé de ses sœurs, Makoto se souvient comment sa sœur utilisait des mouvements de judo sur lui et imite ces mouvements pour immobiliser la femme de Patrick avec une clé de bras. Appelant Patrick pour qu'il administre le médicament, Patrick permet à sa femme de le mordre, lui donnant ainsi l'occasion de lui faire prendre le médicament, restaurant instantanément sa femme, Lisa, à sa forme humaine. Ensuite, Makoto se dirige vers la chambre de la première fille de Patrick, réalisant qu'il fait sombre. Il active immédiatement sa capacité Kai pour ne pas sous-estimer la fille maudite. La localisant, Patrick est capable de guérir sa fille, ne laissant plus que la deuxième fille. Finalement, en entrant dans la chambre de la deuxième fille, Makoto est surpris d'entendre la fille parler mais saisit l'occasion de la maîtriser, guérissant officiellement toute la famille de Patrick. Remerciant Hazel pour son aide, Makoto part le premier alors que Hazel reste pour continuer à produire des médicaments de réserve. Dehors, Makoto aperçoit Mio et Tomo, sachant que les deux veulent juste se réinscrire à la guilde. Avant que Mio puisse poser une question à Makoto, une des personnes qui suivaient Makoto les enveloppe de flammes, mais Makoto parvient à échapper au piège de feu. Avec les deux poursuivants impressionnés par les mouvements de Makoto, ils sont choqués de voir Mio et Tomo indemnes, car elle voulait évaluer la puissance du sort de feu, le jugeant risible comparé à Makoto. Soudain, d'autres étrangers apparaissent, plus de 20 en nombre. Avec un sourire suffisant, le chef du groupe propose de payer les filles pour qu'elles rejoignent leur camp, ce à quoi Mio accepte, car Makoto lui avait télépathiquement demandé de ne pas intervenir, craignant que Mio et Tomo se battent pour savoir qui a vaincu le plus d'ennemis et ne détruise à nouveau la ville. Maintenant entouré, Tomo s'enthousiasme mais est instruit par Makoto de ne tuer personne. Avec les étrangers chargeants, Tomo et Makoto prennent leur temps, esquivant simplement leurs attaques, mais après un moment, Tomo se déchaîne en utilisant le dos de son épée pour ne mortellement blesser personne. Avec seulement les deux poursuivants restants, il réalise qu'ils sont en difficulté et demande de l'aide à Mio, mais Mio les regarde fixement, ne voulant pas parler à des personnes faibles comme eux. Soudain, l'un des deux commence à chanter un sort de téléportation, ce qui pousse Makoto à se précipiter pour annuler le sort, mais il assomme également accidentellement la personne. Sans issue, le dernier homme, Limlat, se révèle être l'aventurier le plus fort de cette ville et prépare son épée, que Tomo remarque comme étant une épée fine. Alors que Lim approche, Tomo désarme facilement et détruit la lame de Lim, le faisant trébucher, prête à finir avec son épée. Avant de pouvoir l'assommer, elle aperçoit ses souvenirs, voyant des enfants jouer innocemment dans un orphelinat. Ce qui fait que Tomo se retient pour le moment. S'accroupissant, Makoto commence à poser des questions, demandant pourquoi Lim avait placé une malédiction mortelle sur la famille de Patrick. Lim explique qu'il pensait que la malédiction était seulement destinée à les endormir. En flashback, Lim révèle qu'il parlait à un autre aventurier plusieurs mois auparavant,
apprenant que la société de commerce Rembrandt avait causé à beaucoup de perdre leur emploi ou de prendre des emplois risqués qui pourraient leur coûter la vie. Mentionnant comment certains aventuriers d'un orphelinat sont au courant, l'ami de Lim offre une suggestion qui a conduit à la malédiction du sorcier, mais il était persuadé que c'était une malédiction de sommeil. Demandant à Tomo de vérifier ses souvenirs, Makoto confirme qu'il ne ment pas et le laisse partir, mais d'abord Mio prend tout son or comme paiement pour être resté en dehors du combat. Quelques jours plus tard, Lim est vu s'excusant auprès de Patrick qui, par respect pour Makoto, permet à Lim de partir sans une lourde punition. Pour se racheter, Lim déclare qu'il cessera d'être aventurier. Plus tard ce jour-là, Lim est vu assis sous un arbre saluant Tomo, surpris d'apprendre que Tomo sait tout de lui. Sans rien à cacher, Lim révèle comment il a toujours été soutenu par son orphelinat et, en conséquence, quand il a entendu que des aventuriers de son orphelinat mouraient, il a été aveuglément trompé pour faire quelque chose d'horrible. Demandant à Tomo au sujet de Makoto, Tomo dit que Makoto est assez mystérieux mais change de sujet et offre à Lim une position pour travailler pour elle. En échange, elle protégera l'orphelinat qu'il aime le plus. Sachant que Tomo est plus que capable, il accepte, ce qui pousse Tomo à lui offrir une nouvelle épée, un katana, ainsi qu'une énorme somme de pièces d'or. Suivant Patrick et Maurice, nous voyons Tomo écouter leur conversation alors qu'ils discutent de la nécessité d'intervenir si la société de commerce de Makoto dépasse jamais la leur, ce qui pousse Tomo à se demander si la société de commerce Rembrandt cache quelque chose. Avec Makoto et les filles retournant tous à la sous-dimension, ils s'assoient et profitent d'un repas ensemble. Mais Emma évoque soudainement une mauvaise nouvelle. Sans plus attendre, demandant à Emma quel est le problème, notre trio apprend que les hommes lézards et les orques chargés de protéger la sous-dimension sont devenus déprimés en sachant qu'ils ne pourront jamais vaincre leur maître. Mio se demande s'il devrait laisser quelqu'un d'autre les entraîner, mais Tomo demande à Mio d'utiliser sa tête, car les partisans pourraient penser que leur maître les a abandonnés. En entendant Tomo l'insulter, Mio propose qu'elle fasse un peu d'exercice, mais Makoto leur ordonne de ne pas se battre. Se demandant à quel point ces hommes lézards sont forts, Makoto demande à les visiter lui-même et demande à Tomo de les rassembler, mais elle ne peut pas se donner la peine. En plus de cela, il semble que les partisans de Mio, les Alkais, sont tous individuellement forts, ne ressentant aucune insatisfaction et ayant même commencé à produire des médicaments et à expérimenter l'alchimie. Utilisant sa capacité royaume, Makoto écoute des orques déjeuner et entend leur conversation sur la façon dont Mio et Tomo sont invincibles, ne permettant qu'aux plus forts de les toucher. Mais Makoto est pire car personne ne peut l'approcher quand il utilise son arc. S'ils parviennent à se rapprocher, il crée une explosion massive qui repousse tout le monde. En écoutant les orques, Makoto se demande si les hommes lézards ressentent la même chose, car les différentes races ne se voient jamais s'entraîner. Se sentant mal d'avoir été dur avec les orques, Makoto se demande ce qu'il devrait faire mais est distrait par Mio qui commence à aimer les tomates. Ravi d'entendre que Makoto a suggéré de les faire bouillir ou de les déshydrater et de les tremper dans l'huile. Il se concentre de nouveau. Lorsque Tomo les rejoint, elle rapporte que ces hommes lézards connaissent des problèmes similaires, incapables de surmonter leurs faiblesses. En entendant cela, Makoto réalise que les orques et les hommes lézards ne se parlent pas, ce qu'Emma confirme en disant que les espèces gardent leur tactique confidentielle. En réfléchissant, Makoto se demande ce qui changerait si les orques utilisaient le style de combat des lézards, ou vice-versa, mais Emma ne comprend pas. Ce qui pousse Tomo à intervenir et à demander à Emma si elle pense que les orques ou les hommes lézards deviendraient plus forts en restant comme ils sont. Juste à ce moment-là, Tomo a une idée, que Makoto lui fait promettre de ne pas causer de victimes. Rassemblant tous les orques et les hommes lézards, Tomo organise un duel entre les meilleurs guerriers de chaque espèce en un duel en tête-à-tête. Choisissant un représentant de chaque côté, Tomo annonce Agari comme représentant des orques des hautes terres et Lydie des lézards des brumes. Les deux guerriers courageux prenant le combat au sérieux, le duel commence avec Lydie qui projette Agari avec un rugissement de vent, seulement pour bondir sur Agari. Restant calme, Agari conjure un bouclier pour arrêter les avances de Lydie. Passant à l'offensive, Agari frappe le sol avec sa hache, repoussant Lydie, mais Lydie profite de l'occasion pour entailler Agari avec son rugissement de vent, se préparant à donner le coup de grâce. Cependant, c'était ce qu'Agari attendait, attrapant la queue de Lydie pour le claquer au sol, mettant fin au combat en faveur d'Agari. Voyant que c'est le moment parfait, Tomo déclare que bien que les deux guerriers aient offert un bon spectacle, ils sont complètement sans espoir en comparaison d'elles-mêmes, de Mio ou de Makoto. Sollicitant l'opinion de la foule, Tomo explique qu'ils peuvent être faibles comparés à leur trio, mais cela ne leur donne pas l'excuse de rester comme ils sont. Par conséquent, Tomo annonce que tous les 7 jours, chaque orque, lézard, nain et alkais devra participer à des matchs individuels avec un rang assigné à chaque personne. En entendant cela, la foule craint qu'ils ne révèlent leur tactique aux autres espèces, mais Tomo les réprimande, disant que cacher leurs secrets est le moindre de leurs soucis, car en se débarrassant de leur ego et en apprenant des autres, ils pourront réellement s'approcher de la connaissance et de la puissance de leur trio. Makoto intervient également, affirmant que grandir, apprendre et se mesurer les uns aux autres leur permettra de devenir de véritables guerriers. Il nomme ce système les classements de la sous-dimension.
De retour en ville, Tomo et Mio recommencent à se disputer pour savoir qui a le plus haut niveau, mais malheureusement, Mio reste la plus forte avec un niveau de 1500, tandis que Tomo est à 1340. En voyant Makoto avec les filles, la réceptionniste informe Makoto que Lim, le premier aventurier de la ville, a pris sa retraite et lui demande de trouver un remplaçant adéquat. Après réflexion, Makoto dit qu'il connaît quelques aventuriers de rang 100 et demande à Tomo de former le groupe de Toa, sachant que Tomo est plus que capable. En quittant les lieux, Tomo réfléchit à l'attitude de Makoto en parlant de Toa, remarquant qu'il est sérieux. Elle en déduit que Toa ressemble à quelqu'un de la vie passée de Makoto. Sachant cela, elle pense qu'il serait préférable de former Toa et son groupe rapidement et de les faire quitter la vie de Makoto. Tomo commence immédiatement un entraînement brutal pour Toa et les autres, les soumettant à des créatures gigantesques. Cependant, elle est rapidement obligée d'intervenir pour piéger les créatures lorsque le groupe de Toa est sur le point de perdre. Tomo demande à Louisa, l'archère elfe, et à Toa, l'assassin, pourquoi ils ont attaqué de front, les réprimandant pour leur imprudence malgré leur haut niveau. Ensuite, elle interroge Hazel sur le fait de ne pas utiliser sa magie de la terre et de l'eau, surprenant tout le monde car il n'a pu utiliser que la magie de guérison. Voyant qu'il n'y a pas d'autre moyen, Tomo leur enseigne une stratégie, demandant à Hazel de poser un piège pour les créatures et à Louisa de se repositionner pour tirer de loin. En relâchant les créatures piégées, le groupe est choqué de voir certaines d'entre elles coincées, permettant à Louisa de les abattre facilement. Tomo demande alors au groupe de rester sur leur garde car d'autres créatures arrivent. Elle instruit Ranina, la naine, de tank le prochain Nessem, permettant à Toa de s'infiltrer discrètement par derrière pour les éliminer. Avec cette stratégie, Tomo dit à Hazel de ne guérir que si nécessaire et d'utiliser des sorts de terre et d'eau pour aider à l'offensive. Après un entraînement jusqu'au coucher du soleil, Tomo félicite tout le monde mais fixe leur prochain objectif, conquérir une tanière de créatures remplie de sang des mêmes créatures qu'ils ont affrontées ce jour-là. En entendant cela, le groupe déclare qu'ils sont encore trop faibles, mais Tomo affirme qu'elle sait qu'ils peuvent réussir cet exploit, leur ordonnant de se reposer pour aujourd'hui mais de revenir demain après avoir réussi à conquérir la tanière. Le lendemain, Tomo attend à la guilde le groupe de Toa, mais elle apprend que la tanière qu'elle leur a assignée est en fait quasi impossible pour le groupe de Toa. L'endroit est connu sous le nom de chemin du souhait de mort, situé près de la forêt de Tinarak où de nombreux aventuriers ont disparu. Juste à ce moment-là, Toa et ses membres reviennent complètement épuisés et ayant utilisé toutes leurs ressources, mais ils ont réussi la quête de Tomo, se faisant un nom en ville. Passant à Makoto, nous le voyons demander à Mio si elle peut chasser les fleurs d'ambrosia, lui demandant de chercher dans la forêt de Tinarak. Se rendant rencontrer Patrick, Makoto demande s'il peut emprunter un peu de l'espace de logement de Patrick pour sa propre entreprise, ce que Patrick accepte volontiers, demandant à Maurice de faire de la place pour Makoto. Cependant, Patrick pose une question en retour, ayant déduit que Makoto tente de cacher son entreprise du royaume. Apparemment, Makoto a appris de la réceptionniste que cacher son entreprise est assez normal, mais qu'il est difficile d'obtenir des connexions. Sachant que Patrick lui doit une faveur, Makoto sait que Patrick sera plus qu'heureux de l'aider, car Patrick connaît personnellement un endroit complètement hors de portée du royaume et lui demande du temps pour organiser un tel emplacement. Suivant Mio, nous la voyons enfin atteindre la forêt de Tinarak avec un de ses partisans. En zoomant à l'intérieur de la forêt, nous voyons plusieurs aventuriers explorer la forêt, sans savoir qu'ils sont suivis par deux mystérieuses personnes. En suivant Eris, la mystérieuse fille qui traque les aventuriers entrant dans la forêt, elle commence à mépriser les aventuriers déjà vaincus, apprenant qu'Aqua, la fille avec elle, ne les avait que immobilisés, dégoûtés que des humains osent entrer dans leur forêt sacrée. Pendant ce temps, nous voyons Makoto accompagné des trois filles, qui tentent de réduire son pool de mana, mais aucune incantation n'y parvient. Juste à ce moment-là, le fragment de Tomo rapporte que les préparatifs sont prêts. Les villageois de la sous-dimension ayant organisé une fête pour célébrer la formation de la nouvelle société commerciale de Makoto. Makoto, timide, donne un discours mais le fragment de Tomo lui apporte une boisson pour l'encourager. En signe de remerciement, Makoto tapote la tête du fragment, réalisant que, puisque c'est une partie de Tomo, à la fois le fragment et Tomo ressentent la tape. Voyant cela, Mio devient jalouse et propose de la nourriture à Makoto, espérant avoir l'occasion de le nourrir, mais Makoto utilise simplement ses mains. Voyant Mio monopoliser toute l'attention de Makoto, Tomo traîne Mio au loin, laissant Makoto passer du temps avec les villageois rassemblés. Ensuite, Akina, une alkei, se présente et montre comment elle peut maintenir sa forme humaine pendant de longues périodes, impressionnant Makoto. Ayant accompagné Mio à la forêt de Tinarak, Akina donne à Makoto un rapport complet sur les différentes espèces de fleurs et leurs coordonnées respectives dans la forêt, confirmant la présence de fleurs d'ambrosia. Le seul problème est la présence de créatures dans la forêt, ce qui a poussé Mio et Akina à ne rien prendre sans permission. Makoto demande à Akina et à ses amis comment ils trouvent la sous-dimension. Akina répond joyeusement que son ami Haruna aime s'entraîner avec d'autres guerriers, Monado participe à la forge et à l'alchimie avec les nains, Okuto aide les orques avec la construction, et enfin,
Akina a la chance de suivre Mio toute la journée. Ensuite, Makoto parle à Lydie, qui rapporte qu'il étudie les tactiques des autres espèces, ce qui lui a permis de battre enfin son rival orc, Agari. Heureux d'entendre cela, Makoto apprend que Lydie s'entraîne également avec Tomo, effrayé par sa puissance monstrueuse comparée à la sienne. En s'asseyant avec Beren, ce dernier demande à Makoto comment est la vie en ville, en dehors de la sous-dimension, trouvant amusant que Mio et Tomo essaient de s'intégrer, mais se démarquent à cause de leur puissance exceptionnelle. Makoto se demande si Beren en a marre de la sous-dimension, mais Beren le corrige, affirmant que la majeure partie de la sous-dimension n'a pas encore été explorée, donc il n'y a aucune raison de partir pour le moment. De plus, il a l'opportunité de servir Makoto pleinement ici. Cependant, Beren mentionne sa curiosité sur ce que les humains considèrent comme de l'équipement précieux, ce qui pousse Makoto à lui suggérer de gérer la boutique qu'il loue en ville, sachant que Beren peut parler aux autres humains et apprendre ce qui est populaire. Avec une telle opportunité, Beren est ravi d'accepter l'offre. Enfin, Makoto discute avec l'orc qu'il avait guéri après une blessure lors de l'abattage d'arbres. L'orc rapporte qu'il sera le guide permettant aux aventuriers d'entrer dans leur ville mirage, ce qui pousse Makoto à lui souhaiter bonne chance. D'autre part, Mio et Tomo, elles sont assises seules, mangeant des brochettes. Mio est assez triste de ne pas pouvoir passer plus de temps avec Makoto, mais Tomo change de sujet en lui demandant ses découvertes dans la forêt de Tinarak, juste avant que Mio ne révèle ses suppositions sur les personnes gardant la forêt. Tomo l'interrompt brusquement, demandant qu'elle ne rapporte que des faits à Makoto. Soudain, elle réalise qu'aucune d'elles ne peut sentir la présence de Makoto. En une seconde, sa présence revient, les incitant à se précipiter dans sa direction. Nous retrouvons Makoto simplement en train de s'entraîner avec son arc, surpris de voir Tomo et Mio l'observer de loin. Voyant Mio se précipiter pour le serrer dans ses bras, Makoto demande s'ils sont attaqués, mais Tomo devient sérieuse, affirmant que Makoto utilise une technique très dangereuse en tendant son arc. Elle lui demande d'expliquer son processus de pensée. Makoto explique qu'il doit se concentrer profondément avant de tirer son arc. En entendant cela, Tomo est choquée car elle sait que lorsqu'il se concentre, Makoto efface intentionnellement sa présence pour se fondre dans l'arrière-plan. Ensuite, il s'imagine lui-même comme la cible, ce qui n'est pas normal, comme le souligne Mio, car la seule fois où quelqu'un peut enlever sa présence, c'est quand il meurt. Cela signifie que Makoto semble se suicider à chaque fois qu'il tire son arc, mais en plus, Tomo note que son mana a augmenté. Tomo déduit que chaque fois que Makoto coupe et reconnecte sa conscience, il meurt et renaît essentiellement, doublant ainsi son mana à chaque fois. Cela explique l'augmentation de la portée de la sous-dimension, mais cela signifie aussi que la déesse de ce monde voudra l'exterminer car il approche du niveau d'un dieu. Pour l'instant, Makoto devra dissimuler son mana lorsqu'il est à l'extérieur tandis que Tomo demande au nain de travailler sur des équipements absorbant le mana plus puissant. Alors que Makoto calme Mio, Tomo réfléchit à quel point il est intéressant que son maître soit au niveau d'un dieu. Le lendemain, Makoto se promène en ville, réfléchissant à comment il est maintenant incapable de tirer à l'arc normalement sans trop réfléchir. Alors qu'il se promène la nuit, un sac est soudainement lancé dans sa direction. Il l'évite, seulement pour apercevoir un demi-humain qui, selon lui ressemble. De nulle part, une femme blonde tente de séduire Makoto qui réalise qu'il est dans le quartier chaud, mais avant que quoi que ce soit ne se passe, Mio et Tomo le traînent loin de là. Ramenés dans leur chambre, Tomo et Mio sont furieuses, Mio bloquant toutes les issues de Makoto. Les deux filles commencent à accuser Makoto de préférer les prostituées à elle. Entendant Makoto balbutier, elles se forcent toutes deux sur lui, mais Makoto érige un mur de glace entre eux et disparaît soudainement. Emma, courant vers un arbre, trouve Makoto suspendu à l'envers avec ses vêtements déchirés. Déduisant que Mio et Tomo peuvent être responsables de cela, Emma change de sujet, disant à Makoto que Rugi a terminé de fabriquer un équipement absorbant le mana pour lui. Le lendemain, Rugi montre son nouveau manteau absorbant le mana, reliant plusieurs anneaux pour augmenter considérablement la durabilité de l'équipement. Soudain, Mio apparaît, demandant à parler avec Makoto, ce qu'il accepte timidement. Lors de leur discussion privée, Mio s'excuse pour la nuit précédente et promet de ne plus jamais se forcer sur Makoto sans son autorisation. Changeant de sujet, Makoto annonce qu'il va visiter la forêt de Tinarak pour négocier les fleurs d'ambrosia pour sa société commerciale, mais Mio affirme que ce sera une perte de temps et qu'elle pourrait simplement les prendre de force. Cependant, lorsque Makoto propose de ne visiter la forêt qu'avec Mio, elle oublie l'idée de terroriser la forêt, car elle peut être seule avec Makoto. Passant maintenant par la forêt, Makoto et Mio se dirigent vers les fleurs d'ambrosia. Mio aperçoit des aventuriers les suivant et tisse une toile pour qu'ils ne perturbent pas son rendez-vous avec Makoto. Alors qu'ils approchent d'un grand champ rempli d'ambrosia, Makoto remarque de la boue au sol et pour éviter que Mio ne glisse et tombe, il lui demande de lui tenir la main ce qui surprend Mio. Alors qu'ils traversent le champ, Mio se sent tellement heureuse comme si elle était projetée au 7e ciel. Soudain, Makoto et Mio sont arrêtés par Aqua et Eris, ce qui irrite Mio, car ces personnes interrompent son moment spécial avec Makoto. Pour aggraver les choses, les trois aventuriers suivant Makoto et Mio apparaissent également,
et Makoto reconnaît l'une des aventurières comme étant la fille d'hier. Soudain, Eris et Aqua accusent Makoto, Mio et les aventuriers de voler les biens de leur terre, incitant Eris à conjurer un sort de glace, effrayant tout le monde. Alors que Makoto s'enfuit, nous voyons la fille blonde d'hier courir à ses côtés, lui ordonnant de les protéger. Avec Aqua tirant personnellement des flèches enflammées sur eux, Makoto peut sentir l'attaque à temps, élevant sa barrière de royaume et protégeant tout le monde de tout dommage supplémentaire. Sans plus attendre, emportant Mio, Makoto court aux côtés des aventuriers qui exigent que Makoto les sauve. Agacé, Makoto entend soudain la voix de Tomo discuter via télépathie. Il demande à Tomo si elle connaît les attaquants et si elle peut aider, mais Tomo refuse, jalouse que Makoto soit en rendez-vous avec Mio, allant même jusqu'à lui tenir la main. Explorant sa situation, Makoto promet à Tomo qu'il lui permettra de poursuivre la katana et la riziculture comme passe-temps si elle aide, ce qu'elle accepte immédiatement. Tomo propose alors une idée, elle demande à Makoto de créer un écran de fumée pour qu'elle puisse transporter les aventuriers dans la sous-dimension via la brume, les emmenant ainsi vers la ville illusionnaire, à la fois pour les protéger et pour se débarrasser d'eux. De plus, Tomo suggère que Makoto donne à Mio un de ses plats préférés car elle est actuellement de mauvaise humeur. Canalisant une boule de feu, Makoto tire sur le sol sous les aventuriers, créant un écran de fumée qui permet à Tomo de les emporter pendant qu'Aqua et Eris sont distraites par les tirs ennemis. Makoto se coupe alors la main, donnant son sang à Mio, ce qu'Aqua et Eris trouvent effrayant, mais cela suffit à rendre Mio heureuse, complimentant le repas délicieux qu'elle a reçu. Après avoir assisté à cette scène étrange, Eris commence à lancer un puissant sort de glace, voulant en finir rapidement. Mais alors qu'elle canalise lentement la magie dans sa baguette, Mio intervient, absorbant lentement la magie et impressionnant Makoto. Enchaînant, Makoto lance un faisceau lumineux pour distraire Aqua et Eris, donnant à Makoto l'opportunité de détruire la baguette et l'arc d'Aqua et d'Eris. Pour plus de sécurité, Mio les attache. Pendant ce temps, les aventuriers sont accueillis par le fragment de Tomo, ayant réussi à atteindre la ville illusionnaire. Avec Aqua et Eris maintenant ligotés, Makoto peut clarifier les choses, déclarant qu'il n'a aucune intention de voler dans cette forêt et est prêt à échanger des objets de valeur égale. En entendant cela, Eris et Aqua se présentent et proposent de les conduire à leur village où l'ancien parlera à Makoto. S'enfonçant plus profondément dans la forêt, Makoto et Mio sont emmenés au village des ogres de la forêt, mais Makoto ne peut s'empêcher de sentir une barrière surplombant ce village, une barrière que Makoto reconnaît. En traversant le village, Eris explique que la barrière protège leur maison ainsi que les précieuses fleurs d'ambrosia, mais ils atteignent bientôt la maison de l'ancien. Accueilli par Nilgistri, le représentant des anciens, Makoto apprend que ces habitants de la forêt ne se considèrent pas comme des elfes mais prétendent être des ogres de la forêt, tirant leur force de moyens normaux alors que les elfes tirent leur force des esprits. Juste à ce moment, le fils de Nilgistri, Adano, entre, lançant un regard noir à Makoto avant de réprimander les anciens pour leur refus d'accepter qu'ils sont des elfes, bien qu'ils soient des descendants d'elfes. Les anciens expliquent que les ogres de la forêt créent les bois contrairement aux elfes qui en dépendent, mais Adano rétorque que cela est sans importance, mentionnant qu'une barrière de dragon s'affaiblit. Se tournant vers Makoto, Adano écoute comment Makoto n'est qu'un marchand venu échanger des biens, mais Adano sait que si Makoto est capable de vaincre Aqua et Eris, il est bien plus qu'un simple marchand. Après le départ d'Adano, Nilgistri s'excuse pour le comportement de son fils, demandant à Mio et Makoto de rester pour poser plus de questions. Emmenés dans leur chambre, Makoto et Mio apprennent qu'un festin sera organisé pour eux en guise d'excuse pour les avoir retenus, mais d'abord, Aqua et Eris veulent présenter leur maître à Makoto et Mio. La vidéo reprend avec un mur voisin qui est brisé, permettant à Mondo, le maître d'Aqua et d'Eris, d'apparaître. En voyant Makoto, Mondo tend la main pour lui serrer la main. Frottant la main de Makoto et sentant quelque chose s'en échapper. Soudain, Mio envoie d'un coup Mondo hors de la pièce, déclarant qu'elle n'a pas pu tenir la main de Makoto aussi longtemps. Alors qu'Aqua et Eris vérifient l'état de Mondo, celui-ci remarque à quel point Mio est forte, mais surtout, il note que Makoto dissimule une compétence puissante. Plus tard dans la soirée, Makoto discute en privé avec Mio, lui demandant d'enquêter personnellement sur Adano et Mondo car Makoto a un mauvais pressentiment à leur sujet. Heureuse de pouvoir jouer les espionnes, Mio se fond dans le sol, mais elle pense à quel point Makoto devient de plus en plus impatient chaque jour. Pendant ce temps, alors que Mondo se promène dans la forêt, Mio le surveille depuis les arbres, notant que Mondo s'est complètement rétabli depuis avant, mais surtout, elle soupçonne que Mondo est possédé par quelque chose, se retenant de le dévorer. En même temps, Mio attrape quelque chose dans ses toiles qu'elle a tissées, écoutant une conversation entre Adano et une personne mystérieuse révélée être un démon. De retour auprès de Makoto, elle demande à Mio et à Tomo d'échanger de place car il doit confirmer quelque chose. Ce soir-là, alors que le festin commence, Makoto regarde au-delà de la foule, admirant les artistes, remarquant Mondo et Adano discutant en privé. Alors que Mondo devient de plus en plus agressif, soudain un mystérieux mort-vivant apparaît du corps de Mondo. Se tournant vers Adano, le mort-vivant absorbe la force vitale d'Adano, le tuant,
tandis qu'il jette également le corps inconscient de Mondo de côté. Voyant cela, Makoto s'approche lentement du mort-vivant, déduisant qu'étant donné que le mort-vivant a probablement un corps immortel, il doit être une liche, ce que le mort-vivant confirme. Malheureusement, puisque Makoto connaît son secret, la liche commence à canaliser un sort puissant, déclarant que si Makoto esquive son sort, toute la forêt sera détruite. Entendant cela, Makoto affronte le sort de front, révélant que tout sort qui affecte son état est immédiatement neutralisé, tout en imitant le sort de Mio plus tôt, consommant la magie délicieuse avant qu'elle ne puisse lancer son sort. De plus, Makoto dépouille la magie entourant la liche, ne laissant que son corps squelettique trop faible pour même se tenir debout. Alors qu'une foule se forme, Tomo arrive enfin, aidant Makoto à envoyer la liche dans la sous-dimension pour que Makoto puisse lui parler plus tard. En même temps, les anciens de la forêt remercient Makoto, révélant qu'ils avaient prévu d'assassiner Makoto pendant le festin, mais avant qu'il ne puisse continuer, Tomo intervient, saluant Nilgistri. Tomo révèle quel était le grand dragon qui a érigé la barrière autour de ce village, demandant à tout le monde de respecter Makoto car il est maintenant son maître. De retour dans la sous-dimension, Makoto commence à interroger la liche. Apprenant qu'il voulait étudier le fonctionnement des ogres de la forêt, mais Makoto est plus intéressé par sa raison de vouloir être immortel. La liche révèle qu'il aspire à devenir grand. Alors qu'ils discutent, la liche devient de plus en plus impuissant face à Makoto, reconnaissant son vaste monopole ainsi que son potentiel infini. Entendant que Makoto veut apprendre la magie de lui, la liche est confus car par rapport à Makoto, il n'est rien. Mais Makoto le rassure qu'il ne connaît rien à la magie, car le seul grimoire de magie qu'il a lu n'était constitué que d'une page, ce qui surprend la liche. Tomo propose de l'assujettir au lieu de lui acheter un grimoire. Tomo intervient encore, déclarant qu'elle connaît la définition d'un suprême comme un être capable de se déplacer vers d'autres mondes sans être arrêté par la déesse de ce monde. Mais Tomo révèle qu'elle ne connaît que quelques grands qui sont partis dans un autre monde et ont décidé d'y rester car ces autres mondes étaient bien trop dangereux. Entendant cela, Makoto réalise que ses parents étaient des grands, venus sur Terre depuis ce monde. De plus, Tomo dit à tout le monde qu'il y a moins de 10% de chances de réussir à se déplacer vers un autre monde. Entendant cela, la liche commence à désespérer car il y a presque aucune chance qu'il devienne grand et visite un autre monde. Voyant cela, Tomo suggère que la liche devienne le serviteur de Makoto, ce que Makoto accepte en offrant de former un pacte. Pendant ce temps, dans la ville Mirage, les aventuriers de la dernière fois, sont enfermés dans une chambre et préparent un plan pour voler les trésors. Au même moment, le clown de Tomo et Alke transportent des trésors vers l'entrepôt. De retour à Makoto, il conclut le pacte avec la liche qui se transforme en un gars séduisant et il remercie Makoto pour son aide. Après cela Tomo et Mio sont prêts à lui inculquer les règles entre le maître et ses serviteurs. Soudain, Tomo commence à se sentir mal et elle tombe au sol tout en s'excusant pour avoir fait une erreur. Au même moment, une explosion se produit à l'extérieur. L'histoire se poursuit avec Makoto ordonnant à Mio d'arrêter et de soigner la tête blessée de Tomo. Makoto déclare qu'il se dirigera vers la source de l'explosion et demande aux liches de l'accompagner. Alors que les deux se précipitent à travers une forêt vers le village, la liche s'effondre en s'excusant pour sa mort imminente, car il n'est pas habitué à ce corps. Au lieu d'utiliser sa mana pour suivre Makoto, la liche propose de guérir le village de loin, ce qui surprend Makoto car la magie de guérison est l'opposé de ce qu'il pensait que les liches étaient capables de faire. Pendant que la liche commence à guérir le village, Makoto se précipite vers l'entrée du village et repère Emma et Okuto, remarquant que Okuto ne se régénère pas et ne respire pas. Voyant cela, Makoto a un flashback de quand il était plus jeune et avait perdu un animal de compagnie. De retour dans le présent, la liche communique télépathiquement avec Makoto, lui informant qu'il a pu guérir ceux qui étaient légèrement égratignés et blessés, mais que ceux devant Makoto sont gravement blessés. Entendant cela, Makoto suppose que Okuto doit toujours être en vie. Il érige immédiatement une barrière de protection autour des blessés, furieux de ne pas pouvoir utiliser la magie de guérison. Cependant, en fouillant dans ses souvenirs, Makoto érige immédiatement une autre barrière simplement en amplifiant la guérison du liche alors qu'elle passe à travers la barrière. Content de voir que Okuto respire à nouveau, Makoto laisse le reste au liche, se demandant pourquoi sa mana remplit soudainement l'air. Emma parvient à peine à atteindre Makoto, lui remettant un objet de l'orque chargé de guider les aventuriers dans la ville illusoire. Mais Emma pointe vers le point d'explosion, déclarant que le fragment de Tomo et l'orque essaie d'arrêter les aventuriers qui ont causé cela. Se précipitant sur les lieux, Makoto remarque plusieurs portails de brume, se demandant si l'explosion a forcé les portails de brume à apparaître, traînant les aventuriers, le fragment de Tomo et l'orque dans différents portails. Sensibilisant quelque chose, Makoto tend la main pour entrer dans l'un des portails de brume, mais il obtient soudainement les souvenirs de l'aventurière blonde. Apparemment, la blonde avait intentionnellement essayé de séduire Makoto cette nuit-là mais avait échoué. Nous voyons ensuite la blonde et son groupe voler les biens précieux du village, mais Emma les a surpris, leur demandant innocemment d'arrêter, mais a été repoussée. Ensuite, l'orque et Okuto ont tenté de prévenir les aventuriers que les objets étaient trop dangereux et devaient être éliminés, mais ils n'ont pas écouté,
ce qui a conduit la blonde à jeter un sac contenant l'un des anneaux monophiles de Makoto, mais sans le savoir, cela a causé l'explosion. Le fragment de Tomo a tenté de contenir l'explosion, mais la puissance a brisé sa barrière. Nous voyons ensuite la blonde gisant au sol dans une ruelle, à peine capable de se souvenir de ce qui s'est passé. Ayant volé avec succès des objets précieux, la blonde tente de rentrer chez elle, mais soudainement une brume apparaît, enveloppant ses environs. Makoto apparaît hors de la brume, la choquant car elle ne l'a jamais vue sans un masque. Puisque Makoto ne parle pas encore couramment, la blonde ne peut s'empêcher de reculer lentement alors que Makoto s'approche d'elle, déclarant que la blonde a survécu uniquement grâce au fragment de Tomo, mais même ainsi, c'est assez injuste pour une ordure comme elle de vivre. Exigeant que Makoto la laisse tranquille, la blonde se présente comme une aventurière de niveau 96, mais Makoto l'ignore, sortant son couteau, ce qui pousse la blonde à se précipiter vers lui. Alors que sa lame s'écrase contre le Kiberia de Makoto, Makoto la désarme, lui coupant les deux mains et la poussant au sol. Alors qu'il s'approche lentement d'elle, elle commence à supplier pour sa vie, mais Makoto révèle que, à cause de l'explosion, le fragment de Tomo et l'orque sont maintenant morts, mettant fin à sa vie. Alors qu'il se tourne pour partir, Makoto commence à pleurer, réalisant que la mort est une norme à laquelle il a vraiment sous-estimé la cruauté de ce monde. Le lendemain, les villageois organisent des funérailles pour le fragment de Tomo et l'orque, ce qui met en lumière que Makoto a vraiment sous-estimé la cruauté de ce monde. Alors que Mio, Tomo, Makoto et Shiki se réunissent dans une pièce, ils décident tous de donner à la liche le nom de Shiki, représentant la connaissance ou le bon sens. Heureux de voir Shiki satisfait de son nom, Makoto se tourne vers Tomo pour lui demander comment il a pu voir les souvenirs de l'aventurière blonde, car c'est une compétence spécifique à Tomo. Makoto se demande si, en concluant un pacte avec Tomo, Mio et Shiki, il commencera à développer des parties de corps de dragon, d'araignées et de morts-vivants, mais cela fait rire Tomo. Il est révélé que puisque Makoto avait conclu des pactes à travers des contrats de contrôle, aucune partie du serviteur n'entrera dans le corps du maître. Cependant, Tomo déclare que Makoto a probablement pu utiliser son habileté parce qu'il lui fait confiance, car il est bien connu qu'un maître peut utiliser les compétences d'un serviteur uniquement s'ils ont une forte connexion. Entendant cela, Mio devient jalouse, énumérant les moments où elle a été proche de Makoto, mais Tomo fait de même, énumérant ses moments avec Makoto. Allant ailleurs, Makoto discute avec certains villageois, demandant à Emma de construire une barrière autour de la ville illusionniste pour garder les aventuriers à l'intérieur mais aussi pour empêcher les jeunes et les faibles villageois de courir un danger. Ensuite, Makoto demande des nouvelles d'Okuto, content d'apprendre que sa guérison se passe bien, mais il demande à certains des alquets de changer de forme d'aventurier et de vivre parmi les visiteurs amenés dans la ville illusionniste pour surveiller et recueillir des informations. Makoto visite ensuite les nains, leur demandant d'intégrer un système d'élimination où les objets dangereux sont immédiatement éliminés et les objets précieux sont mis hors de portée des aventuriers. Comme les nains se mettent immédiatement au travail, Makoto rend visite à l'ami de l'orque qui est décédé, déclarant qu'il s'est personnellement excusé auprès des parents de l'orque décédé. Mais en entendant cela, l'ami de l'orque déclare que Makoto n'est pas à blâmer, car des choses comme celles-ci se produisent et lorsqu'elles se produisent, il est important d'accepter et de veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Alors que Makoto et Shiki terminent leur tournée pour la nuit, Shiki remarque que Makoto agit étrangement, mais Makoto dit simplement qu'il réfléchit à l'avenir du demi-plan. Le lendemain, Makoto rencontre Patrick, apprenant l'emplacement que Patrick a préparé pour lui. Voyant que tout est prêt, Makoto déclare qu'il partira bientôt, prévoyant de laisser certains de ses associés gérer le magasin en ville. Mais d'abord, il se sent mal d'avoir menti à Patrick, retirant son masque. Makoto révèle son visage, mais cela ne choque pas Patrick ni Maurice, car Patrick aimait sa famille lorsqu'ils sont devenus des monstres. En s'asseyant avec Mio et Tomo, les filles sont jalouses que Makoto n'emmène que Shiki dans ses voyages, mais Makoto explique que puisque Shiki était autrefois un humain, cela aiderait beaucoup, car Makoto veut en apprendre davantage sur les humains de ce monde, les dieux, la magie, les démons et surtout les grands, espérant en apprendre davantage sur ses parents, car Makoto prévoit d'aller dans une école de ce monde. Comme cadeau d'adieu, Makoto donne à Tomo et Mio des fragments de ses souvenirs, chacun contenant des passe-temps qui pourraient intéresser Mio et Tomo pendant son absence. Hésitant à les accepter, les filles déclarent qu'elles travailleront à rassembler plus d'espèces dans le demi-plan et aideront à développer le magasin ici en ville pendant l'absence de Makoto. Alors que Makoto et Shiki disent au revoir à tout le monde en ville, ils se dirigent vers un cercle magique censé aider au voyage. Mais en marchant sur le cercle, la déesse de ce monde intervient, transportant Makoto vers un endroit inconnu, laissant Shiki, Mio et Tomo à la recherche de la localisation de Makoto. Passant à Patrick et Maurice, il raconte comment il y a des nouvelles de villes voisines rassemblant leurs héros pour enfin commencer une guerre avec les démons. Regardant autour de lui, Makoto ressent une soif de sang, à peine capable de l'esquiver, mais en échange, il perd certains de ses doigts. Alors que Makoto regarde vers ses ennemis, deux personnes mystérieuses, une fille maniant une puissante épée nommée Sophia et un jeune garçon nommé Mitsurugi,
tous deux émettant des auras puissantes.